Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans un monde où presque toutes les équations sont à l'envers à cause de l'arrogance, du langage de la guerre destructrice et de l'hégémonie, se trouvent aussi dans l'horizon des signes d'espoir, des éclats de lumière qui jaillissent de loin à travers la conscience humaine, le sens de responsabilité et le refus de toute forme d'oppression et de répression. Ce monde ne pourrait se stabiliser et la paix ne pourrait régner sans qu'il y ait des voix honnêtes et criant fort pour la justice, le droit et pour les causes justes. Mesdames et messieurs, sans beaucoup tarder, nos invités aujourd'hui sont de France. Ils viennent de visiter le Liban et le Sud en particulier, dévasté par les agressions israéliennes. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau messieurs Thierry Meyssan, journaliste et écrivain, président du réseau Voltaire pour la liberté d'expression depuis 1994. Monsieur Dieudonné Mbala, humoriste et acteur de cinéma, activement engagé contre les discriminations. Et monsieur Alain Soral, écrivain, sociologue et cinéaste. Merci d'être avec nous, messieurs. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci à vous de nous accueillir. Bienvenue. Lorsque vous avez pris la décision de faire ce voyage, à quoi ou à qui vous avez pensé au juste en premier lieu? C'est-à-dire, quel était l'objectif de cette visite? Bon, on était là, je pense, pour observer avec nos propres yeux ce qu'était cette guerre, cette agression sur le peuple libanais. Et nous avons été assez surpris d'ailleurs, parce qu'entre l'information que l'on nous a livrée en France et la réalité, il y avait une grande différence. Énorme différence. Et monsieur Meyssan? La même chose, d'aller voir sur place ce qui se passe. Nous sommes en France avec un degré de mensonge dans la presse qui est très élevé. Par exemple, le plus grand journal français a fait son titre sur 5 colonnes au milieu de la guerre en disant que Tsahal venait de prendre la ville de Binjbeil, alors que jamais Tsahal n'a réussi à gagner cette bataille. Ouais. Où nous n'imaginions pas du tout en fait les destructions de cette nature, parce que on nous présentait les roquettes du Hezbollah tirant sur Israël et on laissait entendre que les Israéliens avaient le même type de moyens. Alors qu'en fait, les Israéliens sont arrivés avec des bombardiers, ouais. ils ont utilisé 180 000 bombes. Ce sont des destructions considérables qui n'ont absolument aucun rapport avec l'image que nous en avions. Monsieur Soral, vous aviez un pressentiment que les informations transmises en France étaient falsifiées sur la guerre Plus qu'un pressentiment, j'ai pu le vérifier de nombreuses fois. Et moi, ce qui m'a amené ici, c'est presque un sentiment de honte. C'est-à-dire qu'en tant qu'intellectuel français, il y a deux traditions. Il y a une tradition qui nous lie à un certain monde arabe, le vôtre, oui. à qui on tourne le dos de plus en plus pour obéir à des gens qui ne sont pas vraiment nos frères. Et il y a une tradition de vérité des intellectuels français qui est en train de disparaître de France complètement. C'est-à-dire que ce qui est absolument inouï, c'est qu'on ne peut pas parler de ça en France aujourd'hui. Il faut venir chez vous à Damas pour que une parole de vérité puisse s'exprimer sur ce sujet. Malheureusement. En visitant le Liban, et précisément le sud Liban, trop affecté par les agressions israéliennes, par la sauvagerie israélienne, qu'est-ce qui vous a choqué le plus? Quelle scène ou bien quelle image vous a fait mal, vous a fait trop de mal, mal au cœur? Monsieur Dieudonné, oui. Moi, j'ai envie de dire qu'on a été évidemment choqué par la violence. C'est inouï. Je crois que je ne peux pas faire de parallèle, je ne suis pas un spécialiste des agressions militaires, mais je crois que là, on a observé l'ampleur des une dégâts. Situation assez impressionnante. C'est-à-dire que les immeubles en ruine, sur les quartiers immenses, des milliers de personnes, voire près d'1 million de personnes déplacées. Mais moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est de voir je pense que c'est la victoire, parce que c'est la première fois qu'Israël recule. Oui. Je crois que c'est un moment charnière, c'est un moment important. Et la population est extrêmement courageuse, mais surtout très positive. Il y a beaucoup de rire sur le visage
Il y a cette des volonté enfants de vaincre, là, il y a de comme vivre. on sent qu'il y a une victoire, que le Liban s'est retrouvé renforcé, unifié, et que le Liban est aujourd'hui certainement dans le monde le baromètre d'un grand changement. Oui, et bien sûr, grâce à cette résistance courageuse. Voilà. Oui. La majorité des victimes, Monsieur Messin, les victimes des bombardements israéliens étaient des civils innocents, dont des enfants, des femmes, des vieillards, et n'oublions pas aussi les massacres qui ont eu lieu à Qana, à Marwahin et à Al-Qa, où il y avait des dizaines d'enfants, de vieux, d'innocents qui ont été tués par la sauvagerie israélienne. Commettre des massacres contre des civils innocents, comment vous appelez ça? Écoutez, des généraux israéliens ont déclaré l'autre jour qu'à leurs yeux, il n'y avait pas de civils innocents. D'ailleurs, il n'y avait pas d'innocents du tout, et qu'ils pouvaient tuer qui ils voulaient. C'est-à-dire que, à leurs yeux, ces gens, ce ne sont pas des hommes, ils ont le droit de tuer comme ça, et c'est leur supériorité qui s'affiche de cette manière. Donc, pour nous, ce qui est choquant, finalement, au-delà de toute chose, c'est que la vie humaine n'a... En fait, les Israéliens, là, Oui. n'ont pas attaqué, comme ils le disent, des objectifs militaires à aucun moment. Enfin, peut-être quelques-uns au passage, mais ils ont tellement bombardé qu'ils ont dû aussi... Oui. Ils ont dû aussi toucher des objectifs militaires, mais ils ont livré une guerre contre un peuple. Et ils ont montré qu'ils voulaient refuser le droit de vivre à ce peuple. Voilà. C'est-à-dire, lorsqu'on a vu, bien sûr, on a vécu cette guerre, toutes les frappes israéliennes visaient les quartiers civils, les infrastructures, les innocents, c'est-à-dire... On le comprend très bien. Presque tous les objectifs sont civils, et on voit que le but de terroriser, de démoraliser une population, et même dans les quartiers sud, on peut presque penser que l'objectif, c'est de tuer des futurs combattants, c'est-à-dire de tuer les enfants avant qu'ils atteignent l'âge de prendre les armes. Il y a vraiment presque une idée horrible comme ça. Mais comment on appelle cette Nous, on a appelé ça, on nous a dit que c'était le fascisme chez nous. Oui. Et ça fait réfléchir, oui, parce que c'est pour ça qu'on ne voit pas ces images-là à la télévision française. Malgré l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à travers la résolution onusienne 1701, les Libanais ne sont pas encore à l'abri, puisqu'il y a toujours des agressions israéliennes, il y a toujours ce blocus aérien et maritime imposé contre le Liban, des provocations, des violations quotidiennes de l'espace aérien libanais. Je pense qu'Israël ignore complètement et prend à la légère toute résolution onusienne. Comment vous expliquez tout ça, Monsieur Dieudonné? Ce mépris, cette arrogance, ce chantage systématique à l'antisémitisme, faire référence des souffrances du passé pour expliquer des massacres ou justifier je ne sais quel sentiment d'insécurité. Je crois que les temps changent et que nous sommes face à une organisation basée sur le mensonge, la tromperie. Et les Nations Unies, pour l'instant, sont au mieux impuissantes, au pire collaborent avec la puissance financière de l'axe américano-sioniste. Donc, M. Soral, à quoi ça sert de se réunir au Conseil de sécurité, de prendre des décisions, de promulguer des résolutions, puisqu'Israël ignore tout ça C'est pour faire croire qu'il y a un camp de la démocratie qui respecte, soi-disant, c'est du formalisme démocratique, c'est pour faire croire qu'il y a un camp qui respecte des règles et l'autre qui ne respecterait pas, c'est-à-dire les terroristes oui. et ce qu'on appelle le monde civilisé. Or, ce qui est terrible, c'est que quand on voit la manière dont se comporte ce soi-disant monde civilisé, on voit de la terreur organisée systématiquement, et quand en plus on va voir les terroristes, on voit là une humanité, on voit un espoir et on voit quelque chose qui a à voir avec l'humanisme. Et il y a vraiment une aversion totale entre la réalité et peut-être, Monsieur Messin, quelque chose à ajouter? Oui, je pense que nous devons accepter d'observer
que dans cette affaire, l'ONU n'a pas cherché la paix, mais que l'ONU a été utilisée pour préparer la guerre. La résolution 1559 est une violation de la souveraineté du Liban. Les résolutions suivantes sont de même nature. L'envoi de la commission Mélis, c'est du colonialisme judiciaire, ça n'a rien à voir avec la fonction même de l'ONU. La résolution 1701, ça a consisté à entériner l'agression israélienne et à en plus prétendre que, de rejeter la responsabilité sur la résistance libanaise. Oui. Donc vraiment, on voit qu'aujourd'hui, l'ONU bafoue ses propres principes et est instrumentalisée par les États-Unis et Israël pour la guerre. C'est tellement vrai que il y a quelques jours, Kofi Annan est venu au Liban, Oui. donc dans un État souverain, membre de l'ONU, et il a refusé d'en rencontrer le président. On ne peut pas plus montrer à quel point on bafoue les principes fondamentaux du droit international. Exactement, exactement. Et même cet atermoiement, c'est-à-dire pour le cessez-le-feu, pour arriver à un cessez-le-feu, ils ont pris 33 jours, alors qu'Israël n'a cessé de détruire, de tuer et tout. Pourquoi cet atermoiement, Monsieur Soral, d'après vous? Moi, d'après Ils ont laissé Israël, c'est-à-dire commettre ce genre de massacre pendant 33 jours. Je crois même qu'ils leur ont laissé... Ils ont essayé de leur laisser le temps d'atteindre leurs objectifs, et quand ils ont vu que les opérations se retournaient sur le terrain, Ouais. je pense qu'ils ont arrêté parce qu'ils commençaient à perdre en réalité les Israéliens. Ah, justement, peut-être, c'est pour que ça qu'ils ont Je accéléré pense que les derniers si ça jours s'était pour- mieux passé pour eux, on aurait attendu beaucoup plus avant de mettre un terme au conflit. Je pense que ce qui a accéléré la paix, enfin cette paix provisoire, c'est le nombre de morts dans les derniers jours des fantassins israéliens sur le terrain. C'est Exactement. qu'ils n'avaient pas les moyens de perdre autant d'hommes, et que c'est pour ça que ça s'est arrêté uniquement. Hein. Exactement, oui, oui. Et même, oui, oui, oui. Ce n'est pas un cessez-le-feu, ce n'est pas une paix, c'est juste une cessation des hostilités, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de combat, mais Israël Poursuit ses poursuit agressions. ses agressions, Exact. maintient son embargo, maintient la présence de ses troupes, continue des débarquements de troupes à certains endroits, intervient avec des commandos à d'autres endroits, donc on ne peut absolument pas parler de cessez-le-feu, c'est tout à fait... Il y a eu excessif un comme cessez-le-feu terme. d'un seul côté. D'un seul côté. D'un voilà. seul côté, D'un seul- oui. On entend toujours parler du mot, du terme terrorisme, là, terroriste et tout, puisqu'on parle maintenant, on a parlé de la résistance et tout. Vous ne voyez pas qu'on est devant une équation injuste, plutôt bizarre, je précise. C'est-à-dire la réclamation des droits, la lutte pour la récupération des terres, la lutte pour le recouvrement de la dignité et de la souveraineté. Pour eux, ça du terrorisme. Mais l'occupation des terres, l'usurpation des droits, commettre des massacres contre des civils, l'utilisation des armes prohibées, tout cela, pour eux, c'est un droit légitime. Ce n'est pas malheureux et injuste, tout ça, c'est de ne pas pouvoir et savoir faire la différence entre terrorisme et résistance, entre terroristes et résistants, M. Dieudonné. Ah oui, alors nous sommes originaires d'un pays, la France, où cette notion de résistance est très présente dans l'histoire de ce pays. Et c'est vrai qu'en d'autres temps, le général de Gaulle a lui-même été montré du doigt comme un terroriste. Il était certainement sur une liste Oui, Condamné à mort pour ça. condamné à mort. Ouais. oui. Donc effectivement, aujourd'hui, ceux qui utilisent ces termes organisent une propagande que je trouve relativement naïve. Et ce genre de manipulation font partie du jeu, je dirais. Monsieur Soral, c'est pas dangereux, c'est-à-dire de confondre entre ces deux termes, entre résistant et prendre un résistant pour un terroriste et un terroriste pour un... c'est-à-dire Ça s'est quelqu'un... toujours fait dans les lois de la mauvaise foi de la guerre. Le problème, c'est de nous prendre, nous, peuple français, civilisé, cultivé, avec une capacité de réflexion pour des imbéciles. On a vraiment envie de rentrer en résistance. Vous voyez, on se sent une fraternité avec l'histoire qui se passe au Liban en ce moment. On a l'impression, nous aussi, qu'on va être obligés de rentrer dans le camp de la résistance. Parce que là, c'est plus supportable, quoi. Non mais, Monsieur Messin, pourquoi on traite celui qui réclame ses droits, celui qui veut récupérer ses terres de terroriste? Et on oublie les gens qui tuent, qui commettent des massacres et tout, et on leur donne le droit aussi de faire tout ça.
Non, le terrorisme, c'est semer la terreur. Et bon, c'est évident quand même que utiliser des bombardiers, envoyer 180 000 bombes, c'est semer la terreur. C'est le but. Bon. Donc le vrai terrorisme, nous savons tous très bien où il est. Tuer les enfants, tuer les femmes, tuer les gens civils, là, innocents, ce n'est pas du terrorisme, ça? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Mais, comme disait Alain Soral, aujourd'hui, plus personne n'est dupe. Peut-être, à des moments, ces manipulations des mots peuvent être efficaces. Mais, par exemple, en France, en Europe, on a présenté le Hezbollah comme un groupuscule de fanatiques avec des ceintures d'explosifs. Et dans toute la presse, on a expliqué au début de la guerre que les Israéliens devaient éliminer entre 250 et 500 personnes qui représentaient la totalité du Hezbollah. Il n'y avait pas plus de 500 personnes dans le Hezbollah. C'est ce qu'on lisait dans tous les journaux. Bon, puis à un moment, on voit une des armées les mieux équipées au monde perdre sur le champ de bataille. Alors c'est pas 500 personnes. C'est pas 500 personnes et c'est pas des cinglés, c'est autre chose. Exactement. Et évidemment, tout le monde voit bien que tout ça est un mensonge. Exactement, oui. On aborde maintenant le dossier des prisonniers. Comme on sait, Israël réclame la libération de ses 3 soldats, un à Gaza et les 2 autres au sud Liban. Apparemment, elle a le droit d'insister et tout, mais par contre, les réclamations pour la libération des centaines, voire des milliers de prisonniers arabes qui sont détenus dans les geôles israéliennes trouvent toujours sourde oreille. Pourquoi c'est-à-dire pourquoi tout ça? Est-ce que ces prisonniers arabes ne sont pas des êtres humains ou ils n'ont pas le droit de rejoindre leur famille? C'est-à-dire, je ne comprends pas ça. Qu'est-ce que vous en dites, Monsieur Dieudonné? Bah oui, vous avez mis le doigt sur un aspect idéologique intéressant. Sommes-nous tous des êtres humains? Il y a peut-être effectivement dans l'esprit de certains le sentiment d'appartenir à une population, une espèce, une croyance supérieure aux autres, et rassurés en cela par une puissance financière et militaire importante. Certains peuvent, je pense, à un moment donné, en toute bonne foi, penser qu'il y a une supériorité. Et c'est cette démonstration qui est hallucinante. Et le côté disproportionné de l'action qui a été menée par rapport à ces 3 prisonniers est une illustration du chaos dans lequel on se trouve. C'est-à-dire que la justice, le sens de la justice, la justice aujourd'hui n'arrive plus à trouver son sens. Et l'hystérie israélienne et l'arrogance, encore une fois, le mépris, je pense qu'il y a... Là, on est arrivé, je pense, dans une situation extrême. Et c'est pour ça que, mais vous l'avez bien dit, je pense qu'effectivement, il y a une partie de la population qui n'est pas considérée comme faisant partie du genre humain. Mais c'est grave, monsieur Messin. Pour 3 soldats israéliens, il y a des... L'intervention n'était pas rentable parce qu'ils en ont perdu plus de 100 pour en récupérer 3 et ils n'ont pas récupéré. Exactement. Mais non, pourquoi lorsqu'il s'agit des prisonniers arabes, c'est-à-dire on ignore tout ce sujet, ce qui est très grave, pour aller un peu plus au fond, c'est que nous, occidentaux, et nous appartenons au monde des Américains et au monde des Israéliens, puisque d'ailleurs Israël fait partie de l'Eurovision, c'est-à-dire pratiquement dans l'Europe, on est censé incarner le monde de l'égalité où tous les hommes ont la même valeur, et on montre du doigt les pays comme vous, comme étant des pays rétrogrades où les hommes n'ont pas tous la même qualité et les mêmes droits. Or, ce qui est tragique, c'est quand on voit que le clip, la démonstration de ce monde, c'est finalement les américano-sionistes, et qui sont ceux qui produisent les actes, qui démontrent le plus de mépris pour les autres, au sens avec un A majuscule. Oui. Il y a une contradiction tellement énorme que le danger, c'est de dégoûter, et là je pense presque à l'islam, de dégoûter les autres de notre monde à nous. Parce qu'il y a des belles valeurs dans notre monde, les valeurs qui font qu'on s'est déplacé pour venir vous voir, par exemple. Exactement. Mais comment peut-on encore vous faire aimer ce monde-là quand on voit qu'il est incarné par George Bush, par M. Sharon et son successeur? Et c'est ça qui est tragique, c'est que ces gens-là sont en train de détruire notre civilisation.
ils sont en train de la rendre méprisable. Je pense que tant qu'il y a des gens comme vous, je pense que l'avenir est rassurant, je pense. C'est notre avenir qui n'est pas assuré. Malheureusement. Monsieur Dieudonné, de quelle façon ou bien qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir critiquer, par exemple, la politique israélienne sans qu'on nous prenne pour des antisémites? Certainement, vous avez eu une expérience dans ce sens-là. Votre avis là-dessus? Oui, bah, ce chantage à l'antisémitisme, cette compétition victimaire orchestrée depuis 60 ans maintenant, en plaçant une souffrance au-dessus de toutes les autres souffrances. Bon, ben, je pense et j'espère que cette stratégie arrive à son terme. Je pense, nous en discutions avec un député du Hezbollah ce matin, qui prenait cet exemple pour montrer l'aspect dégénéré de l'idéologie sioniste aujourd'hui. C'est ces enfants qui vont dessiner ou signer les obus d'un côté dans la communication, les obus israéliens donc qui vont être et les bombes qui vont être jetées sur le Liban. Et tuer les enfants. Et de l'autre côté les enfants morts libanais. Et c'est là où c'est très très compliqué d'envisager la perspective et le projet que l'on nous suggère avec de telles images. C'est pour ça que je vous dis ces techniques de diabolisation qui ont fonctionné d'ailleurs, on prépare l'Occident à une éventuelle intervention qui en Iran, en Syrie, en diabolisant le monde musulman, en montrant du doigt l'islam comme le terreau du terrorisme. Mais je pense que ces manipulations ne fonctionnent plus. Preuve en est, c'est qu'en France, lors des dernières élections présidentielles, il y a eu au second tour la présence de Jean-Marie Le Pen et quelques années plus tard, enfin 2 ans après, il y a eu ce non au référendum sur la Constitution européenne, alors que les masses médias nous imposaient de voter dans un autre sens. Donc il semblerait qu'il y ait quand même aujourd'hui je ne sais pas si on peut parler d'un éveil populaire, mais et je crois que ce qui s'est passé au Liban est un tournant important parce que nous venons de France et nous nous sentons concernés. Et quand nous discutons avec les gens sur place qui ont organisé cette résistance, nous les sentons animés d'une juste cause qui nous parle. Exactement, oui. C'est ce qui fait leur force d'être là-bas. Je pense qu'ils vont faire des émules un peu partout dans le monde.